Allez, je suis sous fatigue prime, nuit blanche prime, et ça va le faire. T'es prêt? J'ai ready pour cet épisode de folie. Je suis prêt. Let's go. Eh bien bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du super podcast vraiment cool et intéressant en plus d'être innovant et hosté par de Gauchias. Cette fois-ci, il a lu sans le petit scotch dead. Et oui, maintenant je le connais par cœur. Je suis votre host principal Mandar et je serai accompagné aujourd'hui de mon fidèle co-host slash amant slash camarade Ratus, bonjour. Eh bien bonjour Mandar, j'espère que tu vas bien, j'espère que ceux qui nous écoutent vont bien aussi. Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode à peine spécial, puisque c'est le tout premier épisode que l'on a écrit au préalable. Enfin écrit, c'est un bien grand mot, on a tracé un plan, mais du coup voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît quand c'est structuré, ou si au contraire ça pue la merde. Sachez que dans tous les cas on n'écoutera pas vos retours et on continuera à faire ce qui nous plaît, parce qu'on fait bien ce qu'on veut. C'est ça, disons qu'en fait on a essayé de faire un truc un peu plus écrit que d'habitude, parce que pour une fois on va se baser sur quelque chose de bien plus tangible que juste un concept vague sur lequel on parle pendant une heure en essayant de dire à peu près tout ce qu'on sait. C'est-à-dire pas grand chose souvent. Exact. Là, cette fois-ci, cet épisode, on hésitait à le faire aussi en hors-série, mais on s'est dit que faire un épisode complet, ça ira, parce qu'en fait, on n'a pas d'invité, la formule change pas tant, juste c'est notre sujet en soi qui change, mais on s'est dit que le mettre en épisode classique, ça passait bien quand même. C'est ça, puis ça peut être l'occasion de tester une nouvelle manière d'enregistrer, qui personnellement, moi, m'a fait kiffer, en tout cas dans la rédaction. Mais dis-moi, très cher Mandar, ce sujet, quel est-il ? Eh ben, comme vous le savez, avec Ratus, on est toujours vraiment jamais en retard sur les trends, jamais en retard sur les sujets. Jamais. Ce qui fait qu'on va analyser quelque chose qui date d'il y a quand même un an. Très peu de temps. Ah ok. On va faire une analyse cinématographico-marxiste de Kaizen. Là du coup l'ascension de l'Everest par Inoxtag. C'est très exact, donc de mon côté je vais essayer de vous proposer une espèce d'analyse politique sous le prisme du marxisme et du matérialisme, qui bien évidemment aura tout à envier à une analyse construite correctement. Mais c'est la première fois que je me prête à l'exercice, et en vrai ça m'a bien fait kiffer, et je trouve ça rigolo. Et pour ta part, tu es un petit peu plus expérimenté dans le domaine, il me semble. Exact, moi je vais essayer de vous apporter une analyse cinématographique, en tout cas des images et des différents propos qui sont transmis directement par les images et par aussi l'adjonction du discours de mon cher associé. Exactement. Et je suis un peu la passerelle entre les médias et le discours vraiment théorique de Ratus. C'est quand même peut-être très vulgarisé, si jamais je vous rassure. Je suis pas non plus allé enculer des mouches, hein. On est sur un truc si vous saviez. Qui est vraiment peu subtil, on va dire. Je suis vraiment allé dans les très 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 grandes lignes de l'analyse. Malgré le fait qu'on change un peu de média, c'est pas juste un concept, c'est vraiment un média propre. On va quand même garder les chroniques qui rendent le propos, disons, un peu plus digérable, en faisant des petites pauses dans nos déblatérations. Donc voilà, soyez pas étonnés s'il y a toujours les chroniques, malgré le fait qu'on dit que ça change un peu d'habitude. Cet épisode sera un peu plus intéressant, car pour ceux qui écoutent en podcast, vraiment le média de base de ce podcast, ça changera pas grand chose, mais pour ceux qui regardent sur YouTube potentiellement, là je vais essayer, vu qu'on se base sur un film, vraiment une œuvre audiovisuelle, je vais essayer de ramener un petit peu de l'aspect visuel dedans. On est sûr de pas me faire Kwaku Strike, donc on va voir ce que ça donne. En gros, il y aura des images pour un peu appuyer les propos qu'on va aborder finalement. Et la définition de certains termes que j'utiliserai s'ils sont jugés trop compliqués par notre très cher monteur. Exact. Et tout de suite, un audio très mal enregistré de Mandar du montage qui vous dit si oui ou non la vidéo est disponible. Ouais, il y a un montage sur YouTube, j'ai essayé de faire un truc, bon c'est pas incroyable, mais vous aurez des images pour voir de quoi on parle finalement. Eh bien c'est une nouvelle qui fait plaisir à entendre, très cher Mandar. Et oui. Et je te propose qu'on ouvre tout de suite avec le vif du sujet. Alors à part si tu souhaitais faire une introduction préalable à qu'est-ce que Kaizen, pour ma part du coup un petit étalage finalement des bases matérielles sur lesquelles se base Kaizen, histoire de replacer le contexte brièvement, à part si tu souhaites le faire. De toute façon, déjà, Kaizen, tout le monde voit ce que c'est un film, entre guillemets, qui a été sorti par Inoxtag. Oh, le mépris de classe dans le entre guillemets. Non, pas vraiment entre guillemets, c'est parce que c'est un film qui reprend des codes du cinéma, mais qui malgré tout essaie de s'adapter à un format YouTube pour que ce soit quand même visionnable. Faut pas oublier qu'Inoxtag d'abord c'est un youtubeur, donc avec son projet il essaye de faire un truc à une vocation plus grande que son contenu habituel, c'est ce qu'il dit lui-même.
mais il va vraiment essayer de le garder quand même à une échelle YouTube, ce qui fait que ce soit quand même visionnable par des gens qui sont pas forcément habitués à regarder des films comme il l'entend là-dessus. De toute façon, on aura l'occasion de l'analyser plus en détail. Il a fait appel à une vraie équipe pour ça. Aussi bien on le voit dans le film équipe d'alpinisme, de préparation, tout ça, mais aussi une équipe de réal. C'est pour ça que je me suis autorisé à finalement faire des analyses de certains plans et de la trame narrative de tout ça, parce que s'il a embauché une équipe, c'est que globalement il a mis de l'effort, quoi. Et donc moi je vais me permettre de vous rappeler du coup les bases matérielles sur lesquelles se base Kaizen. Alors déjà Kaizen, qu'est-ce que c'est ? C'est un reportage slash film créé par Inoxtag, donc un youtubeur de Levallois-Perret, qui traite principalement de son ascension de l'Everest dans la période de avril à mai 2024. Donc c'est un film qui se veut porteur d'un message que nous avons tenté d'analyser, de décortiquer pour le comprendre. Surtout, c'est un film qui a été tourné en grande partie au Népal. Alors pour bien comprendre tous les biais matérialistes et tous les biais de construction de ce film, il va nous falloir déjà rappeler la situation matérielle du Népal. Alors le Népal, tout d'abord, il faut savoir que ça a été une monarchie jusqu'en 2008. Puis une succession de présidents prétendument de gauche, dont certains se réclamant du marxisme-léninisme, mais qui globalement ont le même impact que le PCF, c'est-à-dire pas grand-chose à gauche si vous voulez mon avis, et surtout pas grand-chose en termes d'écouter le peuple, se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Mais la situation a un petit peu changé depuis le tournage de Kaizen, et ça on en reparlera un tout petit peu après, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le Népal, depuis environ, peu avant 2004, si je ne dis pas de bêtises, se succède en de grosses crises économiques et sociales. C'est un pays dit en voie de développement, selon, les critères sociaux. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour les bases matérielles classiques, on va dire, que nous devons poser avant d'entamer l'analyse de ce film. Pour le reste, évidemment, nous le verrons après, au fur et à mesure du déroulé du film. Bien sûr, puis surtout, le film a été tourné notamment au Népal, car le Népal étant jouxtant avec la Chine, l'Himalaya, très propice du coup au tourisme sportif, je fais les guillemets avec mes doigts. En gros, il y a beaucoup d'alpinistes qui viennent monter depuis certaines montagnes, parce qu'on a beaucoup de montagnes au-dessus de la zone des 3000, et au-dessus de la zone des 6000 aussi. Donc c'est vraiment une zone pour le tourisme montagnard, qui est très importante, et du coup qui a certaines incidences sur les populations locales et l'environnement local, mais Ratus vous en parlera bien mieux que moi. Et je te laisse, si tu le souhaites, commencer par nous présenter de manière objective et selon le prisme du cinéma d'auteur finalement, l'introduction de Kaizen, comment est-ce que le sujet nous est amorcé finalement ? Bien sûr, de toute façon, au fil de nos développements, on parlera un peu de la structure narrative globale que le film emprunte, mais globalement ça commence tout de suite, non pas par une prise de vue d'Inox, non pas par la montagne, non pas par la préparation, non pas par le studio. Ça commence par un crédit pré-filmique. En gros, on a une superbe animation 3D d'une grotte glaciaire avec un aigle qu'on suit du coup, tout ça en animation 3D, avec à côté du coup les crédits de l'équipe qui défile. On voit que le documentaire est de Inoxtag, produit par Inoxtag, avec Inoxtag dedans. C'est vraiment son projet, il s'entourait de d'autres personnes. Ça peut être un peu mégalomane, mais vu que c'est sa chaîne, on va voir que cette direction tout centrée autour de lui se voit globalement tout au long du film. Et s'explique plutôt bien par le fait que c'est sa chaîne aussi, du coup. Bien sûr. Ensuite, après la superbe animation 3D qui en vrai est un peu stylée. D'ailleurs, à noter, la boîte de prod, je l'ai noté mais j'ai oublié. La boîte de prod appartient à Webedia. Ok. Donc c'est intéressant de se dire que la boîte de prod appartient à Webedia. On a une présentation aussi des sponsors qui sont un nombre assez ahurissant. Globalement, Inoxtag a eu beaucoup de budget et ça se ressent sur la réalisation. On va alterner entre des moments vraiment caméra embarquée, style GoPro, tout ça, et des moments vraiment avec une réale léchée. Juste pour finir sur l'intro, après l'animation 3D, donc je vous mets quelques extraits là, sur YouTube du coup, parce que je peux pas mettre des extraits vidéo sur un podcast pour des raisons évidentes. On va avoir des plans du coup, en flash forward de après l'expédition. Après l'expédition, bon on va vous spoiler, parce que bon, à un moment, c'est bon, on parle de Kaizen, on va vous spoiler. Après l'expédition, Inox se recule et s'isole à Cuba. Ça va être vraiment important pour la suite de notre analyse. Mais on commence directement avec un plan de lui à Cuba post-ascension, avec du coup un montage où un peu il se rappelle de ce qui s'est passé dans l'ascension, tout ça, et on a à ce moment-là un montage assez anxiogène. En fait, ça se voit que là, on est quand même dans un format YouTube,
c'est qu'on est dans de la vidéo à la demande. C'est-à-dire que à ce moment-là, dès le début, l'intro, elle claque en 3D tout de suite. Et ensuite, quand Inox arrive et que le plan est plus calme, là, on a les moments de stress tout au long du film en audio qui passent, comme des flashbacks que Inox se remémore. Et ça, du coup, ça happe le spectateur et ça l'intègre émotionnellement pour suivre le déroulé du film, finalement. Et oui, et je vous coupe, car il est l'heure maintenant, désormais, de ma superbe histoire historique insolite. Et oui, le nom il change à chaque chronique. Histoire historiquement historique de Mandar. En effet, car aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui est assez intéressante, car c'est une histoire de jugement. Le nom de l'article, c'est le Concile cadavérique. Et oui, bah c'est toujours, de toute façon, c'est toujours très joie, mes chroniques. Et ça parle d'une assemblée convoquée à Rome en janvier 897, donc c'était il y a quelque temps maintenant, hein, par le pape Étienne VI, et jusque-là, toute personne n'est choqué, par le pape Étienne VI afin de juger à titre posthume le pape précédent Formose, qui s'appelait. Bon, le seul problème, c'est que ce pape était mort 8 mois plus tôt. Donc, son cadavre est sorti de sa tombe, et le linceul qui l'enveloppait du coup est remplacé par des superbes habits pontificaux, donc des habits de pape, et le corps est installé sur un trône pour affronter ses accusateurs. Mais la base, en fait, de pourquoi est-ce qu'il a été finalement jugé, c'est parce que, en gros, l'Empire, à ce moment-là, il était divisé. Après la mort du pape, t'as des aristocrates romains qui essayent de contrôler la papauté un peu. Du coup, l'Empire, il est un peu en détresse, parce que disons que l'Église était une des pierres angulaires de l'administration de l'Empire, voilà. C'est souvent le roi d'Italie qui choisit lui-même, du coup, les successeurs au trône de pierre. Et ainsi, malgré une préférence pour une personne, le pape Étienne V est contraint par l'aristocratie italienne de couronner Guy de Spolète, le roi d'Italie. À la mort de Guy, en 894, le pape Formose, qui succède à Étienne V, doit couronner empereur son fils Lambert, à qui il jure son soutien. Mais, en 1896, donc 2 ans après, Arnulf, le roi de Germanie, du coup Allemagne maintenant, ayant été appelé par le pape, envahit l'Italie et est couronné par ce dernier, qui rompt ainsi l'alliance entre la papauté et les Spolétains. Spolétains, du coup Guy de Spolète, la famille. Et mais du coup, à la mort de Formose, du coup, en 896, et au retrait d'Arnulf en 897, les Spolétains reviennent à Rome, décidés à se venger. Ils obligent Étienne VI, qui vient de succéder à un autre pape, à ordonner en janvier 97 l'exhumation du cadavre de Formose pour un jugement posthume. Donc voilà, ça c'est le contexte. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un synode d'évêques romains. Et un synode, en gros, je vais vous dire la définition véritable, c'est, dans le christianisme, c'est une assemblée délibérative d'ecclésiastiques, donc de religieux, mais aussi de laïcs. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que l'aristocratie prend part au procès. Du coup, les actes du procès ayant disparu, parce qu'ils ont été brûlés par un pape postérieur à ça, et ben on connaît pas vraiment son déroulement, mais il y a quelques faits qui sont attestés, qui sont sûrs. Déjà, le cadavre desséché de l'ancien pape est exhumé, il est installé sur son siège pontifical afin d'être jugé par le concile, en réalité qui est un synode, comme je l'ai dit précédemment. Il est accusé de pas mal de chefs d'accusation, mais surtout d'avoir rompu le serment qu'il avait prêté. Le cadavre se voit attribuer à un avocat qui répond aux questions à sa place. Mais donc du coup, il est jugé, condamné et dépouillé de ses insignes pontificaux, et aussi on lui coupe les doigts de la main droite qui servait à bénir. Ensuite, son élection comme pape est déclarée invalide et tous ses actes pontificaux sont annulés. Donc tout ce qu'il avait fait pendant son mandat, entre guillemets, sont annulés. Son cadavre est livré au peuple qui le jette dans le Tibre. Le Tibre du coup qui est le fleuve de Rome. Mais ce qui est intéressant après, c'est que Formose, il était apprécié par une partie du peuple. Donc il y a une partie du peuple romain qui accepte mal le sort du coup qui a été fait à ce pape. Donc pour certains Romains de l'époque, ces décisions étaient jugées inacceptables, alors qu'on se rappelle qu'à cette époque-là, les bouleversements politiques étaient généralement assez conséquents. Hein. Mais les partisans de Formose se regroupèrent et sont alors appelés les Formosiens, et des émeutes éclatent. Étienne VI, grâce aux Formosiens, du coup qui n'étaient pas contents du jugement, il est dépossédé de son autorité ecclésiastique et il est étranglé dans sa cellule en prison. Et par miracle, le corps de Formose a été récupéré dans des filets de pêcheurs, donc les successeurs réhabilitent Formose et son corps repêché et inhumé dans la basilique Saint-Pierre. Et c'est assez intéressant, l'histoire. En fait, il y a plot twist sur plot twist. Celle-là, elle est intéressante parce que déjà, un procès post-mortem
avec le cadavre présent dans l'assemblée, c'est pas mal. Et surtout que celui qui a commandité le procès, un peu fallacieux, il se prenne un retour de karma après, je trouve que c'était un peu marrant. Et ensuite, après ça, on le voit du coup commencer à se préparer pour son ascension, avec du coup la timeline principale qui est suivie. Là, c'était un flash forward, donc flash en avant, et là on revient dans la temporalité du film. Vous inquiétez pas, je vais pas faire une analyse poussée pour chaque plan du film, mais disons que le début, ascension de l'Everest et conclusion, c'est vraiment les moments importants. On a la scène d'exposition, le climax et la conclusion. C'est les 3 blocs qui structurent vraiment le récit, donc c'est vraiment sur ça qu'il faut qu'on se penche. Ensuite, il va faire un historique de l'Everest, comment il a été grimpé, qui l'a grimpé en premier, et à quel point c'est dangereux finalement. Donc en gros, il va vraiment parler des différents camps, de sa localisation, donc ce que je vous ai dit, l'Himalaya entre Chine et Népal. Ensuite, il va parler du projet, il va se comparer, ça c'est intéressant, il va se comparer aux pionniers qui ont grimpé l'Everest. En fait, il fait une timeline des différentes expéditions qui sont montées sur l'Everest, et il s'inclut dedans, il s'inclut comme la continuité de tout ça. Et après, quand il parle du début du projet, il dit qu'il a beaucoup fait de concepts inspirés du jeu vidéo dans la vraie vie, parce que il parle un peu de son parcours, bien sûr. Un récapitulatif de l'histoire de l'Everest, mais aussi un récapitulatif de son histoire, pour que le spectateur, il ait le background un peu de Inox et qu'il soit encore plus investi émotionnellement et qu'il comprenne pourquoi il a voulu faire ce projet-là finalement. Donc on explique pourquoi il veut faire ce projet, comment il l'a annoncé, et quand il l'a annoncé, tout le retranchement médiatique qu'il y a eu, aussi bien mauvais que bon, dans un sens, de son point de vue en tout cas. Exactement, et alors du coup l'aspect critique, moi je vais volontairement l'omettre pour ce début d'analyse. Pourquoi ? Parce que Inoxtag propose une réponse assez critique que du coup je tenterai de décortiquer en guise de conclusion pour cet épisode. Et tout de suite après ça, l'un des premiers aspects qui marque le spectateur d'un point de vue idéologique quand on regarde Kaizen, c'est la tendance très forte à la méritocratie et à la promotion de la méritocratie. Alors ça s'explique par plein de biais que Mandar pourrait vous présenter, parce que tout simplement ça se montre en vidéo, en termes de narration, ça s'explique énormément. Mais du coup, cette promotion de la méritocratie, elle va faire plusieurs étapes, à commencer par le mythe du parti de rien. Donc mythe du parti de rien qui nous est montré dans le film, par Inoxtag, qui nous parle de ses débuts dans le jeu vidéo de Minecraft, de rien faire dans sa chambre, pour en arriver à le travail m'a amené du coup là où j'en suis, ce qui n'est pas complètement faux, mais on reviendra dessus, et bien évidemment sur du coup toute la rhétorique après du travail acharné, etc. Et donc le premier point qui selon moi est important à prendre en compte, c'est le fait que même si le parti de rien, entre guillemets, peut être semblant de compris pour toute la partie YouTube, je ne cherche pas à remettre ça en cause, la première erreur de rhétorique qu'il fait, c'est qu'il assimile cette volonté du parti de rien à son parcours du coup en alpinisme. Et ça omet un biais très 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 important, c'est que pour son parcours en alpinisme, Inoxtag n'est pas parti de rien. Inoxtag est parti d'une base matérielle, d'une certaine richesse, et bien évidemment d'un entourage. Et c'est cet entourage et cette richesse qui lui ont permis de se payer des coachs, qui lui ont permis de se payer des guides de haute montagne, etc. Et donc c'est la première faute, entre guillemets, de message que nous porte le film, c'est que tout est réalisable si l'on part de rien. Et en l'occurrence, la faute que je reproche entre guillemets, à ce passage, c'est le fait qu'il n'est pas parti de rien, il est parti d'une base qui lui a permis d'atteindre l'objectif. Et donc c'est-à-dire qu'il aurait dû, selon moi, ou en tout cas il aurait pu, mentionner bien évidemment le soutien des professionnels, donc les coachs, les comptables, l'équipe de prod, les Sherpas, etc., qui nécessitent de l'argent. L'argent qui par conséquent fait de cette ascension, certes, une ascension due en petite partie au mérite et au travail, mais surtout en grande partie à des biais matériels, même aux biais matériels d'Inoxtag en tant qu'occidental, qui a pu se rendre dans un pays qui n'est pas, entre guillemets, développé selon les chiffres et les analyses capitalistes. Tout ça n'aurait pas été possible en partant réellement de zéro. Le deuxième point de cette méritocratie qui moi me dérange, c'est l'encouragement et la valorisation du sacrifice et du déni de soi. Alors, cette valorisation du sacrifice, elle arrive très très tôt, avec tout un tas de phrases qui vont être prononcées par Inoxtag, par des proches d'Inoxtag, ou par des professionnels qui l'entourent. Et donc ça passe par des phrases comme « c'est dans la tête », et donc qui en soi encore celle-là n'est pas la pire, on va dire, en parlant de la douleur physique
ce qui pour le coup n'est pas le cas. Je ne vous encourage pas personnellement à négliger votre corps dans le but de grimper une montagne, même si c'est très stylé, hein. Ou encore arrête de te branler sur ta gorge lorsqu'Inoxtag est malade. Mandar, un peu de sérieux s'il te plaît. Sachant que du coup, il me semble, très chers camarades, qu'il est l'heure de la première recommandation musicale de cet épisode. Exact. Et alors aujourd'hui, j'ai choisi de faire simple en vous passant un méchant groupe de hardcore que j'aime beaucoup qui s'appelle Complacent. Alors Complacent, c'est 3 icos, nous font du hardcore bien vénère, aux paroles toujours engagées et une énergie relativement destructrice que j'aime beaucoup. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le morceau Hostile. Alors Hostile qui parle du coup d'architecture hostile, donc pour ceux qui savent pas, c'est quand on met des clous sur les bancs pour les SDF quand ils dorment, ils ont mal, et des accoudoirs au milieu de là où quelqu'un pourrait se coucher, et des flics avec des tasers à côté des banquettes. C'est pas vrai, on fait pas ça, j'ai menti. Le morceau est vachement bourrin, le sujet est bien traité je trouve, les lyrics sont cool, et j'aime beaucoup l'interprétation, tout gagnant quoi, que dire, c'est tout bénef, très bon morceau. Et on se quitte avec Hostile de Complacence. On se retrouve juste après. Merci beaucoup mon cher camarade Ratus pour cette superbe recommandation musicale que moi aussi j'apprécie fortement. Et du coup peux-tu continuer ton propos, que disais-tu avant que la musique commence ? Il faut noter
que négliger sa santé physique ou mentale pour un objectif n'est jamais une bonne chose. Et là, en l'occurrence, c'est de l'incitation directe sur une vidéo qui a été vue, combien 46 millions de fois. Premier gros problème, selon moi, d'idées mises en avant. Et je vais donc laisser Mandar vous expliquer un petit peu comment c'est amené dans le scénario. Et après ça, j'essaierai de proposer un semblant de réponse aux arguments méritocrates poussés par le film et en général, parce que j'ai le droit, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Donc je te laisse la parole, Mandar, vas-y. En effet, parce que du coup, je vous ai montré un peu, je vous ai parlé de tout ce qui était le retentissement médiatique. Après, il parle avec son équipe du projet, tout ça, et on voit tout de suite, en fait, là, on est encore dans les séquences d'exposition où on nous montre un peu la toile de base sur laquelle va après se passer la peinture du film. Là, la toile de base, c'est Inoxtag, connaît rien en alpinisme, ni a une forme physique pas désastreuse, mais qui est pas adaptée au sport qu'il veut faire. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui fais des jugements de valeur. Et il sait pas à quoi s'attendre. Il va du coup, comme l'a dit Ratus, essayer de voir avec son équipe pour faire un meilleur emploi du temps, essayer de trouver un coach sportif qui va l'aider du coup dans son renforcement musculaire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que au début, il n'hésite pas à se montrer en dérision. Là, on va arriver dans ce qui est assez intéressant au niveau de la réal, de la mise en scène. Le film, en fait, est vraiment découpé en 3 segments qui se répètent et qui s'agencent entre eux. On a les scènes calmes qui sont soit émotionnelles, soit de camaraderie, qui sont des moments où la pression redescend. Et on a, à contrario, les moments que j'appelle d'epicness, de tension, avec toujours un peu les bandes son style bande-annonce. Vous voyez, en fait, on essaie d'imposer un suspense très lourd, très vite, pour vraiment que le spectateur soit hors d'haleine, ou vraiment genre les tan tout le temps là. Et ça alterne, et parmi ça, pour donner du recul à la situation, à la narration, pour sortir un peu du cadre diégétique de tout ça, on a les séquences en confessionnal, où par exemple on a le coach qui commente ce qui s'est passé, mais a posteriori. On a par exemple au début, on voit la première rencontre entre le guide de haute montagne et Inoxtag, et à côté de ça on a les moments en confessionnal. Je dis confessionnal parce que c'est le mot qui est utilisé pour les téléréalités, mais c'est le même principe. Et à ce moment-là, on a le guide de haute montagne qui dit « Ouais, au début, j'avais peur de ce youtubeur qui vient pour monter l'Everest, j'ai peur que ce soit juste un concept vidéo. » Donc en fait, ça permet de donner une distance dans la narration qui est en vrai assez appréciable. C'est cool qu'ils aient fait ça. Mais le seul problème, c'est la narration binaire entre moment tension, moment calme, moment tension, moment calme. Et vous allez le voir, si vous regardez après Kaizen tout simplement, alors moi je vais le répéter et vous le mettre en emphase, c'est vraiment flagrant quand tu vois ça, tu vois plus que ça. C'est genre ta 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 ta, et après oh là là Goofy, ou alors oh là là je pleure mes parents, et après ta 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 ta, et c'est au bout d'un moment tu remarques ça. Mais tout ça pour dire qu'en gros là par exemple sur cette première séquence, on n'est même pas à 10 minutes de film, on va avoir le début de un peu de l'édit amélioration, si vous voulez, des montages de lui qui s'entraîne, qui travaille dur, qui s'améliore, qui en chie. Il faut vraiment qu'on voit qu'il en chie. Et à côté, le coach qui dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et au final, à la fin, le coach qui dit il est trop fort. Inox qui fait grâce à mes efforts, j'ai réussi. Et ça va être ça en fait. Ça va être progression, 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 blocage, stress, passer, fin du stress. Blocage, monter, 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 blocage, stress, fin du stress. Et là, on arrive dans la première itérance de ce cycle-là, où c'est le montage de lui qui s'entraîne, il connaît rien, et au final, il va connaître les bases de l'escalade, et son entraînement physique, qui va l'amener à faire les premières étapes avant de faire vraiment l'Everest. Et du coup, je vous entends déjà crier, mais qu'est-ce qui nous casse les couilles ces deux-là ? Laisser les gens s'amuser et travailler comme ils en ont envie. Alors oui, mais si on est aussi chiant par rapport à la méritocratie, c'est parce que la méritocratie, c'est une idéologie, ou en tout cas un système de pensée qui est dangereux. Dangereux pourquoi ? Parce qu'il est excessivement réducteur. La méritocratie veut nous faire croire que le seul facteur de réussite, c'est le travail. Or, il y a, pour simplifier très grandement, vraiment dans les très grandes lignes, 3 facteurs à la réussite sociale de quelqu'un, ou à la réussite de quelqu'un pour ses objectifs. Ces 3 facteurs, c'est le travail, les conditions matérielles et la chance. Les ignorer pour baser son système d'estime, c'est très 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 dangereux. Pourquoi ? Simplement parce que ce n'est pas possible de réussir si l'on n'a qu'un seul des 3. Il faut qu'il y en ait au moins 2. C'est-à-dire que si on travaille beaucoup et qu'on a de la chance, ça peut marcher. Si on travaille beaucoup et qu'on a de très très bonnes bases, ça peut passer.
Si on a de très très bonnes bases et énormément de chance, ça peut passer. Par contre, s'il y en a qu'un seul des trois, c'est rare que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on peut être très riche, si on est con comme balai et qu'on n'a pas de chance, on va finir pauvre. Si on a beau avoir énormément de chance, bah si on est très très pauvre et qu'on travaille pas du tout, et bah il va rien se passer. Et on a beau travailler énormément, et bah si on n'a pas beaucoup de thunes à la base et qu'on n'a pas de chance, et ben on ne pourra pas réussir. Le problème, c'est que bah y a pas tout le monde qui a au moins 2 facteurs. Pour commencer, il y a des gens qui naissent qui ont moins de moyens que d'autres, il y a des gens qui naissent et qui simplement n'ont pas d'opportunités dans la vie, qui n'ont pas de chance. Il y en a qui naissent et qui n'ont pas les bonnes conditions matérielles, c'est-à-dire qui n'ont pas suffisamment de contacts, qui n'ont pas suffisamment de moyens pour s'éduquer comme ils le voudraient. Non pas que l'éducation soit un facteur de réussite, ne me laissez pas dire ce que je n'ai pas dit. Et le gros danger de ça, c'est que le système méritocrate, donc le fait de dire que seul le travail peut définir la réussite sociale de quelqu'un, nous permet de considérer ceux qui échouent comme des énormes sacs à merde. Et c'est le gros problème de cette idéologie. C'est que pour tous les méritocrates notoires, et notamment ceux qui parlent beaucoup sur internet, je pense par exemple à La Menace, c'est si tu n'as pas réussi, si tu n'as pas ta Rolex à 30 ans, c'est parce que tu n'as pas suffisamment travaillé, parce que tu es un feignant, parce que tu es une sombre merde qui ne mérite pas de vivre sur la planète Terre. Et c'est pour ça qu'il faut se battre contre les idées méritocrates, qu'il faut empêcher de se laisser avoir par les rhétoriques fallacieuses qui sont utilisées par tous les créateurs de contenu qui participent, en le voulant ou sans le vouloir, à ce système de pensée-là. Alors, l'un des gros avantages qu'on a avec Kaizen, si je puis dire ça comme ça, c'est qu'il y a un semblant de réalisation qu'Inoxtag a, qui est certes seulement un début, mais qui peut permettre à certains de voir la faille dans le plan, lorsqu'Inoxtag admet la fatalité. La fatalité, donc c'est-à-dire finalement le fait de ne rien pouvoir changer à sa situation, en tout cas de pouvoir changer peu. C'est par exemple le cas d'une personne qui est née sans du coup les conditions matérielles, ou sans la chance, ou sans... Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, même avec tout le travail qu'on veut. Et ce début d'acceptation, il arrive lors du moment du test d'hypoxie, qui finalement vient détruire le concept d'égalité des chances, puisqu'Inoxtag réalise que même avec tout le travail du monde, que même avec toute la chance et tous les contacts du monde, il ne pourra peut-être pas accomplir son rêve. Et donc c'est la première, on va dire, redescente qui puisse permettre de recontextualiser la chose correctement que l'on aperçoit dans ce film. Le test d'hypoxie, pour vous redire ça, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui après auront trop hâte d'aller le voir après tout ce qu'on a dit Ah parce dessus. que là on va le vendre hein. Ah bah là, et en gros c'est un test d'exercice physique avec un taux d'oxygène assez bas, parce que plus on monte en altitude, moins il y a d'oxygène, et du coup en fait chacun a une résistance à ce stade-là qui est inhérente à leur corps en fait, qui peuvent pas changer avec tous les efforts possibles. C'est pour ça qu'en fait c'est quitte ou double en fait. Là c'est encore une fois la chance dont tu parles. Donc, pour revenir sur ton test d'hypoxie, le test d'hypoxie, c'est la fin de l'arc, je fais des guillemets avec mes doigts, de l'arc préparation physique théorique, où il fait du cardio, il court, il fait de la renforcement musculaire, voilà, il apprend les nœuds, il va sur des glaciers, voilà. Là, il va monter après sa première montagne, et c'est là qu'on va pouvoir voir le schéma qui se répète au fur et à mesure du film. Il monte la montagne, le début ça se passe bien, au milieu il en chie, et à la fin, dénouement émotionnel à la fin de la montagne. On a ça 3 fois, un avec la dent du géant, deuxième avec la Mada Blanc, et le troisième avec, bah du coup, le climax du film, l'Everest. La première ascension est assez intéressante, parce que on voit que Inox en chie, alors que la dent du géant, c'est compliqué certes, mais c'est pas non plus par rapport à ce qui suit, la Mada Blanc, l'Everest, c'est rien, c'est rien. Il y a des lignes fixes qui sont posées, c'est assez court entre guillemets, donc par rapport à ce qui suit, c'est rien. Mais on voit déjà qu'il en chie, mais cette impression de faiblesse qu'Inoxtag peut transmettre à ce moment-là est compensée par les parties de confessionnal. J'ai remarqué ça, les experts après ça disent: il a géré, il a tout bien compris, et ça permet de renforcer et émotionnellement le spectateur, et logiquement le spectateur. Logiquement, car il gagne en compétences, c'est logique dans la trame narrative, et émotionnellement, parce qu'Inoxtag, on voit qu'il galère, et on relate à lui. Parce que n'importe qui, on critique, mais n'importe qui en montant la dent du géant et pliant en deux comme Inox dans le film, évidemment. Donc voilà, ça permet vraiment d'impliquer le spectateur. En fait, on voit bien qu'il y a une volonté, même à travers ce que je vous ai dit, la façon de boucle narrative, il y a vraiment une volonté
de faire toujours dire aux spectateurs, dès que ça commence à être un peu long, on cut le dynamisme qu'on a instauré et on repart sur une nouvelle trame. Faut vraiment que la personne reste à travers tous les cycles d'amélioration jusqu'à la fin, le climax. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'après la Dent du Géant, il s'est dit, en ça, je vais faire du trek. C'est bien, faire du trek. Mais déjà, les parties de trek sont moins réalisées, entre guillemets, parce que là, par exemple, la montée de la Dent du Géant, on a plan en drone, plan cadreur, plan caméra embarquée. Donc franchement, on a une équipe de réal qui est excessivement poussée. Les plans de GR20, on a un cadreur, caméra embarquée. C'est plus petit, entre guillemets, sauf pour les certaines activités, telles le parapente, qui fait à la fin. Avec Sadaron. Sadaron qui a un... En fait, qui est là pour apporter, encore une fois, un élément émotionnel. On relate à Inoxtag parce que Sadaron ne croyait pas forcément en lui au début et maintenant est fier. Ça nous investit émotionnellement, ce qui est vrai, enfin, c'est normal. Mais elle dit des trucs qui sont assez intéressants. Alors, en effet, moi, un des trucs qui m'a marqué dans les échanges entre Inox et ses parents dans ces séquences-là, c'est la glorification par ses parents d'un mode de vie naturel. Je cite du coup, enfin tu comprends la vraie vie. Et le problème, en fait, n'est pas tant que l'on soit content de vivre à la montagne ou de se promener en campagne, ça c'est super, et moi-même j'adore ça. Le problème, c'est la surglorification de cet idéal de vie, comparé du coup aux autres. Et bien pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'en fait, ça fait appel, et notamment Inoxtag le cite, donc on pourra pas dire que j'extrapole, à tout un tas d'esthétiques qui sont aujourd'hui très mal utilisées, notamment l'esthétique cleancore et l'esthétique survivaliste, notamment mentionnée du coup, puisqu'Inoxtag va parler du fait de faire de la survie et du fait d'aller en montagne et du fait que c'est vachement bien et que c'est vachement mieux que tout le reste. Je peux comprendre l'attrait que ça a. Le gros problème que moi je trouve, c'est notamment dans la mention du survivalisme. Pourquoi ? Parce que le survivalisme est un mouvement d'extrême droite principalement, qui est porté par des figures de l'extrême droite. Pour le coup, là c'est pas moi qui extrapole, allez sincèrement vous renseigner sur les racines du survivalisme et sur qui pratique le survivalisme aujourd'hui. J'ai juré que c'est que des bons Gaulois, pour faire simple. Et donc du coup en fait, cette espèce d'appel aux traditions, de retour aux sources, c'est pas réellement un appel à la déconnexion, c'est plus vraiment un appel, comme je viens de dire, au retour aux traditions. Sauf que le problème du retour aux traditions, c'est que ça frise très très vite avec des idéologies que nous, on aime pas forcément, voire même pas du tout. C'est un peu la traduction d'un idéal qui est finalement biaisé des rôles humains et de ce qu'ils sont censés être. L'appel à la déconnexion totale, si jamais, je vous donne le tips, c'est jamais une bonne chose. C'est-à-dire que peu importe par qui c'est fait, que ce soit par ceux qui en ont marre, que ce soit par les nihilistes, que ce soit pour les tarés genre Kaczynski, peu importe pour qui c'est, l'appel à la déconnexion totale, c'est un putain de red flag. Surtout quand c'est glorifié comme ça dans un film qui, on rappelle, a fait 46 millions de vues. Ça ne peut pas être une bonne chose, surtout que la référence au survivalisme, personnellement, me dérange vraiment beaucoup. Notamment parce qu'on rappelle que les stages de survivalisme font des morts énormément, simplement parce qu'on peut pas prétendre vouloir suivre un mode de vie quand on n'est pas foutu de le comprendre. Merci beaucoup Ratus pour toutes ces paroles excessivement intéressantes. Mais on a beaucoup parlé et on approche doucement de la fin de l'épisode, mais avant de vous quitter et de vous laisser partir avec vos occupations, il est l'heure de nos superbes recommandations. Donc je vais commencer par ma recommandation cinéma et elle sera suivie par la recommandation de groupe de mon cher collègue. C'est la reco cinéma de Mandar. Écoutez-la, c'est trop bien. On parle de cinéma, on s'amuse tous ensemble et on parle de trucs qu'on a trop adoré et après vous partez avec des super films à regarder, c'est trop bien. Donc soyez prêts, partez pas s'il vous plaît. C'est la reco. C'est le moment de ma recommandation cinéma de l'épisode et aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer un film qui est très connu mais que je n'avais jamais vu et qui est sorti en 2016. Ce film c'est Dernier train pour Busan. Donc je l'ai vu il y a pas longtemps au cinéma, il repassait dans un UGC de ma ville. Et du coup j'ai décidé d'aller le voir. Et putain, c'était absolument incroyable. Malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de moments où ça fait un peu cheap, c'est un film de zombies. C'est vrai que je fais pas dans l'ordre, c'est un film de zombies, du coup, coréen. Et en gros, pour vous dire vite fait, vous teaser un peu,
C'est un film de zombies et le film prend place au moment où l'invasion commence. Donc c'est pas un film post-apo, c'est un film apocalyptique, littéralement. C'est le moment dans la narration où c'est apocalyptique. Donc c'est un film qui était vachement bien, touchant et malgré tout bien réalisé, malgré certains moments où ça faisait un peu cheap, notamment les zombies et quelques courses-poursuites qui faisaient un peu cheap, mais c'était vraiment des petits moments où ça sortait un peu de l'histoire, mais le film était vraiment, vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé le regarder. Et c'est un film de zombies que j'ai trouvé plus intéressant que d'autres films de zombies que j'avais déjà vus. Parce que les zombies sont pas vraiment le centre de l'histoire. Disons que les narrations un peu accessoires à côté sont très intéressantes aussi. Et disons que la gestion des personnages est très bien faite. Le film te fout bien en pression. Après, je l'ai vu au cinéma, peut-être que si vous le regardez chez vous, ça change, mais au cinéma, en tout cas, ça marchait vachement bien. Et c'est très intéressant, très bien, j'ai passé un super moment. Et du coup, je vous conseille vraiment de regarder ce film. J'ai regardé du coup pour Halloween, maintenant c'est un peu passé, mais en vrai, c'est un film de zombies qui est assez intéressant. C'est le meilleur film de zombies que j'ai jamais vu, en vrai de vrai. Donc franchement, je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'était vraiment qualitatif à foison. Les recos musicales de Ratus. Parce qu'avoir des goûts de babos ne fait pas de vous un babos. Il est l'heure de ma recommandation de groupe et aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter, comme d'habitude, un groupe que j'ai découvert il y a peu. Un groupe de crust punk, slash D-beat, slash punk hardcore, slash power violence, qui s'appelle Drop Dead. Alors Drop Dead, c'est un groupe américain, originaire de Providence. Déjà j'adore le Blast Providence, trop stylé, l'origine de Providence. Et c'est un groupe aux sonorités très très crust. Pour ceux qui en écoutent un petit peu, je les classerais proches de Nausea, mais avec des influences plus hardcore que crust. Et c'est un groupe qui m'a plu déjà pour sa brutalité sonore, c'est vraiment bien bourrin, vraiment, j'aime beaucoup. Et ensuite parce que c'est un groupe, comme beaucoup de groupes de crust, activiste pour les droits des animaux. Et c'est vachement cool quand un groupe parle de ça, parce que moi j'aime bien, je peux écouter, et l'harpe en mode regardez moi je suis comme eux. Voilà, avec des morceaux comme notamment At the Cost of an Animal ou Unjustified Slaughter, qui sont des très très bons morceaux, très engagés, très rapides, forcément si vous aimez l'énergie brute, la vitesse, la violence, l'énergie brute, la vitesse, la violence. Bien alors foncez, écoutez Drop Dead, c'est génial. Et d'ailleurs là, en fond, ce qui passe depuis tout à l'heure, c'est le morceau At the Cost of an Animal. J'espère que ça vous plaira si vous allez écouter, et si vous n'allez pas écouter, vous loupez quelque chose, et c'est bien fait pour vos gueules. Bien dit, merci beaucoup pour cette recommandation De groupe. Et on va finir vite fait de parler de la trame narrative du film pour cet épisode, une légère conclusion. Donc on continue la trame narrative du film. Là, ils vont commencer à parler, ils vont commencer à la fin du trek camper. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ça signe la fin des phases d'exposition et de pose du contexte. Là, Inoxtag, il est prêt. Il a fait une montagne, il a les bases de l'alpinisme, les qualités physiques qu'il faut, test d'hypoxie réussi, l'équipe, la réal. Là, ils vont se préparer à monter la Mada Blanc, qui est un peu la montagne juste avant. À ce moment-là, on a un moment qui est très intéressant, car ils ont utilisé un truc que je pensais pas qu'ils utiliseraient dans le film. Du coup, moi j'ai vu 3 fois le film pour analyser, pour faire tout ça. Et à chaque fois, ça m'a et à chaque fois, ça m'a surpris. Ils vont utiliser un levier émotionnel. C'est assez intéressant. En gros, à un moment, on va voir un plan de Inox dans sa chambre d'hôtel, et où il dit « Ouais, je bouffais avec mes darons, et mon père, il a eu un discours méga poignant et émotionnel, du coup je l'ai enregistré. » Déjà, on peut se questionner sur le réel de ça, mais bon, encore, voilà, imaginons que tout est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que là, il nous montre le moment avec le message vocal de son daron, qui est très émotionnel pour de vrai, hein. Si c'est vrai, vraiment, c'est vraiment un daron qui s'inquiète et qui est fier malgré tout. Là, il dit, ouais, s'il y a des moments où ça se passe mal dans ma vie, où je suis en galère, je l'écoute et ça me redonne du boost. Et ça, c'est juste pour acclimater le spectateur à cette idée. Le spectateur va oublier durant le film, ce qui est normal. Et après, on vous le dit, pendant la Mada Blanc, à la fin, quand c'est très compliqué, il va avoir envie d'abandonner, il va écouter le vocal et ça va lui redonner une force de pousser pour y aller.
Et là, n'empêche, c'est narrativement assez fort, c'est assez utilisé, c'est connu, mais c'est une bonne idée d'avoir fait ça parce que le spectateur, il est là. Mais oui, le vocal du daron, qu'il avait marqué déjà à l'époque, qu'il avait dit qu'il utiliserait quand ça serait la merde, c'est que c'est vraiment la merde. Mais malgré tout, il continue d'avancer. Il est trop fort, Inox, tu vois ? Ça permet vraiment oui. d'investir le spectateur, et c'est efficace, il n'y a pas à dire. Le Real a très bien fait son coup, et le daron est très fort, parce que il a vraiment dit ce qu'il fallait au bon moment, quoi. C'est incre. Je voulais vraiment mettre l'emphase sur ce moment, parce que c'est un moment qui est assez important. Et surtout, juste après ça, que c'est la rupture de la première narration et qu'on arrive du coup au moment où ils arrivent au Népal. C'est là la deuxième partie du film. On a passé la première, là c'est la deuxième, et dites-vous qu'on est qu'à 30 minutes de film. Le film il fait 2h30. Hein. Donc toute la partie introduction, exposition est très courte. On a vraiment beaucoup de temps qui sera consacré aux principales montées et avancées. Après c'est normal, c'est là où il y a le plus d'événements qui se passent. Donc franchement, on est au début, là ils montent tout doucement vers les coins de base de la Mada Blanc, et quand ils arrivent à la Mada Blanc, ils vont commencer l'ascension. Je vous propose malgré tout, je sais c'est abrupt, mais qu'on s'arrête là pour cet épisode. C'était assez intéressant parce que là on a passé tout ce qui est partie d'introduction. Après, vous vous dites sûrement, mais Mandar et Ratus, on a fait que 30 minutes de film. Mais après, disons que pendant bien un tiers du film, c'est les mêmes schémas qui se répètent, et c'est purement divertissement, entre guillemets. Donc nous, en fait, on n'a pas de plus-value à apporter au niveau d'analyse. Moi, j'aurais quelques petites anecdotes, quelques trucs à dire, c'est intéressant, mais sinon, c'est assez pauvre. Exactement, c'est plus la fin et le propos final qui nous intéresse. C'est ça, donc on s'est dit qu'on allait convertir en deux, parce que ça fait 2 épisodes, ça fait un peu une biologie. Série, et puis voilà. Et puis aussi, on aura pu poser toutes les bases, tout le contexte nécessaire à la compréhension du second épisode, où il y aura un petit peu plus de principes chiants, et voilà. Exact. Donc on espère que cet épisode vous a plu. Et on va vous laisser avec des super recos culturels de fin d'épisode. Et on se retrouve juste après. Je vais donc vous proposer ma recommandation culturelle. Ah, et quelle est cette musique que j'entends au loin ? Mais non, ne serait-ce pas la musique de la tier list de Ratus ? Et nous y voilà, enfin. Ma tier list, la très attendue tier list de Ratus. J'attends que ça depuis le début de l'émission. Et aujourd'hui, je choisis de faire une tier list ô combien importante, puisque c'est la tier list de mes panneaux de circulation bleue préférés. Alors, au top du top du top, non, c'est quoi, je vais commencer par le bas. Tout en bas, on a le panneau rond-point avec les 3 flèches, qui me fait chier. Voilà, globalement, il me fait chier. Il a repris tout ce qu'avait le logo du recyclage, en enlevant tous les éléments intéressants. Alors juste au-dessus, j'aurai le panneau attention impasse, qui garde quand même ce petit côté un peu cool avec le petit peps de rouge et tout comme ça, qui vient vraiment apporter un gros plus. Le panneau numéro 7 Reza. Exactement celui-ci. Ensuite le panneau numéro C12, avec sa flèche, il est clair, il est impactant, il est franchement très clean. Et enfin, mon préféré de tous les panneaux de circulation bleue, c'est le panneau taxi. Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit taxi dessus. C'est-à-dire qu'on peut pas se tromper sur la signification du panneau, quoi. Le panneau a un cap clair. Le panneau sait où il va, sait d'où il vient, il sait ce qu'il fait. La police est clean. Les lettres sont en haut de casse. Franchement, il n'y a rien à redire. Le panneau est nickel. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma tier list. Merci beaucoup. Waouh. Waouh. Et si jamais le panneau parking, je l'ai volontairement pas classé parce qu'il est pas beau. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Ratus, pour cette superbe tier list. Comme toujours, c'est toujours incroyable. Donc, maintenant, après cette superbe tier list, on peut enfin passer aux recommandations culturelles. Et je vais laisser la place à mon superbe co-host / amant / camarade pour commencer la présentation de ses recommandations culturelles. Juste avant celle de mon très cher camarade / amant / co-host Mandar. C'est moi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un compte Instagram. Alors, un compte Instagram que je kiffe beaucoup en ce moment parce qu'il me fait à la fois rire et à la fois plaisir. C'est le groupe Grindcore Bolchevique. Le compte Grindcore Bolchevique.
qui est un groupe, vous ne le devinerez jamais, qui partage du contenu grindcore et du contenu politisé, plutôt à gauche, hein, si jamais. Mais également des arts plastiques, notamment des toiles que je trouve vachement stylées. Et alors ce groupe a la vertu de mettre en lumière énormément de groupes de cybergrind, engagés toujours, ce qui est l'un des gros points positifs de ce compte, parce que le grindcore ça a vite fait d'être de la merde au niveau des lyrics. Là en l'occurrence on est sûr de ce qu'on écoute. Et du coup voilà, du cybergrind, donc c'est-à-dire du grindcore mélangé à des ordinateurs. C'est particulier, faut aimer, mais moi je kiffe. Donc il partage notamment des infos de labels, des infos de groupes, des musiques de manière générale, des visuels bien tripants et des peintures que je trouve absolument trop stylées. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, moi je trouve ça très divertissant, très très sympa. C'est tout bénef quoi globalement. Merci beaucoup, chers camarades, /amants /co-host Ratus. Il est l'heure désormais que je vous présente ma recommandation culturelle. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une recommandation culturelle qui sort un petit peu de la norme de ce qu'on présente habituellement, même si je crois que j'ai déjà présenté ce type de média-là en reco culturel. Je vais vous proposer un jeu vidéo, et oui, un jeu vidéo, un jeu vidéo que j'ai beaucoup joué ces derniers temps, en vrai, qui s'appelle Web Fishing. Alors c'est pas n'importe quel type de jeu, déjà il a une esthétique un peu rétro qui moi me fait plaisir, un peu low poly, c'est-à-dire avec des textures qui sont peu pixelisées, enfin qui sont très pixelisées justement, qui ont peu de polygones, et c'est un jeu de type discussion, c'est-à-dire que tu te poses sur le jeu avec tes amis, tu t'appelles sur Discord, et pendant ce temps-là tu pêches. Comme ça a pas l'air forcément de donner envie, mais il faut savoir que ce jeu, en gros, si vous avez bien aimé le mini-jeu de pêche sur Animal Crossing, vous allez aimer ce jeu, parce que ce jeu c'est littéralement juste le mini-jeu de pêche. Il y a pas mal de poissons à attraper, il y a pas mal d'objets à avoir, des améliorations, des appâts différents, des leurres différents, enfin c'est grave intéressant, il y a plein de trucs, et surtout c'est très cosy et très posé. Et je l'avais acheté il y a quelques années mais j'avais pas joué. Il y a pas longtemps j'y ai joué avec des amis et j'ai retrouvé l'addiction à ce jeu qui est trop bien. Et il y a plusieurs mécaniques dans le jeu, tu peux améliorer ton camp, tu peux changer ton apparence, tu peux faire du gambling, t'as des jeux à gratter. Et tu peux jouer de la musique aussi, enfin bref, c'est un jeu qui est assez complet, en détente, et si jamais vous voulez genre vous appeler avec vos amis et faire un truc en même temps, et ben ce jeu-là est absolument parfait, et je l'ai beaucoup aimé, donc en espérant que je vous ai donné envie d'y jouer. Il est pas trop cher, il a 4 balles je crois, et du coup c'est un peu cool en vrai, c'est grave sympa, puis voilà, moi j'aime beaucoup. Ceci clôt ma recommandation culturelle. Et malheureusement, il est l'heure de conclure cet épisode, car en effet, et c'est la fin de notre épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tous les trucs de youtubeurs de fou, parce que là on est dans YouTube, là, on devient trop des youtubeurs en fait. Inoxtag en fait c'est notre héros, on vous a pas dit. C'est pour ça qu'on a fait ces podcasts avant tout. Hein. Bien sûr, donc en tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve dans 2 semaines, le mardi à midi, pour la suite et la fin de l'analyse de ce superbe film. Et on se quitte du coup avec ma superbe recommandation musicale. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une musique qui est franchement bien, que j'ai découvert il y a pas longtemps, d'un groupe que je connaissais absolument pas. C'est mes recommandations du coup Spotify qui m'ont proposé ça, et j'ai écouté, et c'était vachement bien. Du coup, on se quitte avec Ministry of Peace, Peace P-E-A-C-E, pas la Peace. Du groupe qui s'appelle The Grass Museum, et on se retrouve dans 2 semaines, et gros bisous, et merci d'avoir suivi cet épisode. Sur le gros orteil droit. Parfait. Au revoir. Au revoir. Dégage maintenant.